Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Pour valoriser les déchets, la Société de gestion et de la salubrité dans le Grand Okoye a initié le programme d'éducation éco-citoyenne en milieu scolaire. Il n'a qu'un seul objectif, protéger l'environnement en impliquant les écoliers. Pour la phase pilote, 20 établissements du Grand Okoye sont sélectionnés et ont reçu les outils nécessaires. Patrick Mavor et Arnaud Adadia. C'est parti pour la phase B du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, PIMS 2023-2024. Sont réunis dans cette salle par la Société de gestion des déchets et de la salubrité, des responsables des écoles pilotes retenus après sélection. Au thème d'une journée de formation, ces responsables vont être aguerris sur les bons gestes de préservation de l'environnement. De retour à la maison, ils vont faire un feedback, apprendre les gestes qu'il faut, comment entretenir son environnement et faire comprendre au fait à tous ceux qui les entourent que ce que nous appelons déchets, en effet, c'est une richesse. Les activités du PIMS consistent en des jeux d'éducation au développement durable que nous déroulons dans les écoles. Nous avons également un livre de contes que nous avons édité à l'endroit des enfants. Nous avons des biogaz, des biodigesteurs que nous installons dans les écoles pour inciter justement les apprenants à s'intéresser à la valorisation des déchets, notamment les déchets organiques. Comme slogan du PIMS, le déchet est une ressource, le déchet c'est de l'or. Au fur et à mesure que ces responsables d'école et leurs enfants entretiennent l'environnement, ils apprendront à approvisionner leur porte-monnaie. Et je crois qu'avec les nouveaux outils, ça nous aidera à avancer dans cette sensibilisation et dans cette communication pour que nous puissions mieux prendre soin de l'environnement qui est le nôtre. Amener les enfants des écoles et ceux des quartiers à une prise de conscience face aux défis environnementaux et faire connaître l'importance de leurs actions sont entre autres objectifs du PIMS. La commune de Basila, dans la Donga, bénéficie de la phase 2 du projet eau potable pour école à cantine PEPEC. Elle est désormais dotée de 9 postes d'eau autonomes érigés sur budget national. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a officiellement transféré les ouvrages. Les détails avec Françoise Nissou et Blaise Adampo. À environ 400 km de Cotonou, l'eau blanche jaillit à flot. Nous sommes à Basila. Ici, le gouvernement fait des heureux. On est venu de très loin. Les postes d'eau autonomes dans les écoles à cantine, c'est une chose très bien attendue. Et à juste titre. Grâce au programme d'accès universel à l'eau potable en milieu rural, 9 écoles à cantine de cette commune du département de la Donga sont desservies en eau potable. Avant, là, on cherche de l'eau ailleurs, mais maintenant, on est content qu'on a de l'eau à côté de nous. On est content. Nous avons souffert du manque d'eau dans cette école. Aujourd'hui, toutes nos souffrances sont définitivement conjuguées au passé. C'est bon, c'est très bon, on est libre maintenant. Et maintenant, si tu veux préparer à l'eau chez nous ici, tu ne vas pas quelque part pour puiser l'eau. Maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer. Nous avons le robinet juste à côté de la salle de classe. On a les points d'eau dans les salles de classe, donc il suffit de déléguer les responsables de classe et très rapidement, on a de quoi étancher sa soif. Aujourd'hui, les cuisiniers n'iront plus ailleurs pour aller chercher de l'eau pour préparer la cantine scolaire. Dans les temps antérieurs, là, c'était difficilement pour pouvoir préparer la cantine aux enfants. On va loin pour chercher l'eau. Maintenant, comme on a de points d'eau là, ça facilite les bonnes dames, également les enfants pour boire l'eau. Quand ils ont soif là, on a de points d'eau, on prend en même temps de l'eau à côté. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, bras opérationnel du gouvernement, transfère les postes d'eau autonomes réalisés dans les 9 écoles à cantine. Il y a déjà une première étape qui a été la réception provisoire pour vérifier si les ouvrages ont été réalisés et si les ouvrages fonctionnent. Donc après la réalisation, nous passons à l'étape de la gestion qui est le transfert aux opérateurs régionaux suivant les zones d'intervention. C'est des localités très isolées, des localités éloignées des zones d'habitation et c'est vraiment une bonne chose de pouvoir permettre le fonctionnement réel de ces cantines grâce à ces postes d'eau autonomes. Le dispositif installé dans les différentes écoles primaires publiques est constitué d'un château, d'un point d'eau.
Notre château a une capacité de 8 mètres cubes. Nous avons une pompe qui se trouve dans un forage. Cette pompe est alimentée par des panneaux solaires. Nous avons réalisé un point d'eau dans l'école et nous avons profité également, puisque c'est ce que nous a demandé, nous avons profité également pour réaliser un point d'eau pour la localité qui abrite l'école. Au-delà, un véritable problème de santé est désormais résolu avec la disponibilité de l'eau potable dans les écoles à cantine de Basila. Depuis que l'eau est venue ici, on n'a plus trouvé des vomissements chez des enfants un matin, des maux de ventre. Avant, les enfants sont obligés d'aller chercher de l'eau à 1 km et souvent c'est l'eau de pluie. Parfois, la couleur, ça effraie. C'est la phase 2 du lot 1 qu'on est en train en ce moment de transférer. Ça concerne les départements de la Donga, de la Takora et du Borgou. Voilà, et ça concerne, disons, 35 PEA, postes d'eau autonomes. Le projet Eau potable pour école à cantine est dans sa phase 2. Dans la Donga, outre Basila, 7 écoles de Djougou sont programmées. L'École nationale des eaux, forêts et chasses forme des stagiaires triés sur le Voré. Pour une deuxième vague, des conservateurs de première classe sont passés par le moule d'un stage de formation et à l'arrivée, 22 apprenants ont décroché le diplôme d'études supérieures. La cérémonie de sortie avec Renaud Akakpo, Rebecca Kenjandé et Patrick Limanvo. Ils sont sous les feux des projecteurs au détour de cette cérémonie. Ces 22 stagiaires de l'École nationale des eaux, forêts et chasses ont franchi un nouveau cap. Ils ont décroché avec brio leur diplôme d'études supérieures. L'objectif de la formation au DES-EFC est de donner aux stagiaires des aptitudes au commandement. Tous les cours et modules planifiés ont été effectués et donc les objectifs ont été atteints. Des parchemins au bout de l'effort pour ces conservateurs de première classe, désormais aguerris pour conduire les destinées de la préservation de l'environnement, mais aussi pour assumer des fonctions administratives et de commandement. Le major de cette deuxième promotion affiche avec une fière allure le sens de l'engagement des 22 récipiendaires. À la fin de cette formation, nous nous sentons prêts à embrasser avec détermination nos missions afin de contribuer efficacement à la vision de la nouvelle politique forestière. Au nom de mes collègues stagiaires, je voudrais exprimer notre gratitude au président de la République et au ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable pour avoir autorisé cette formation de niveau supérieur. Officiellement lancée le 26 juin dernier, la session de formation de cette deuxième promotion se referme sur une note d'espoir. Chers récipiendaires, il est attendu de vous, après votre formation, des aptitudes spéciales. C'est pourquoi je vous exhorte à la probité, au professionnalisme et à une meilleure gouvernance des ressources. Cette formation est l'heureux aboutissement des réformes engagées par le président de la République dans l'histoire des eaux, forêts et chasses depuis sa création en 1938. Un horizon radieux pour ces récipiendaires, désormais appelés à relever de nombreux défis, notamment ceux de la riposte face à la criminalité faunique et floristique. Les femmes du groupement représentatif de l'indication géographique protégée IGP et Gary Sorui maîtrisent désormais le contenu de leur cahier de charges. Grâce à une formation, elles se sont familiarisées avec les techniques liées au respect des normes du label IGP. L'initiative est de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et du ministère de l'Industrie et du Commerce, Pierrette Adayossi et Kandel Kapo. Reconnu dans les 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, le Gary Sorui de Savalou fait partie des produits éligibles à l'indication géographique protégée IGP, ce qui impose aux femmes productrices de ce dérivé du manioc de respecter les normes en termes de qualité. C'est l'objectif de ces séances de renforcement de capacité. Et notre accompagnement ici, c'est beaucoup plus un appui technique que nous apportons alors aux membres de ce groupement Gary Sorui de Savalou. Ils vont recevoir une formation dans le cadre de la maîtrise des éléments du cahier de charge
pour pouvoir être imprégnés de la responsabilité qui leur incombe par rapport à l'authenticité du produit qui ressort de l'IGP. Ces sessions d'information et de sensibilisation ont permis de souligner l'importance du processus d'indication géographique protégée aux nouveaux adhérents du groupement. Quand un groupement est né, il y a toujours des nouveaux adhérents, il y a toujours une nouvelle adhésion. Donc par rapport à ces nouvelles adhésions, on a l'obligation de les sensibiliser sur ce qui est dit dans le cahier de charge. Et on a aussi l'obligation de travailler pour que demain, ce flambeau soit porté haut. Nous, bénéficiaires, nous avons cette lourde responsabilité, cette charge de montrer à ces structures qui viennent nous accompagner que c'est une décision qui est venue délibérément de nous-mêmes, de donner ce label Gary Sonkoui qui est propre pour la commune de Savalou. L'initiative s'inscrit dans le cadre du lancement du mois de consommation local, un mois dédié à la valorisation des produits locaux. Prendre soin des personnes dans leurs vieux jours est important. C'est à cela qu'invite l'Association pour l'entretien corporel des personnes âgées et démunies. Elle a organisé une journée porte ouverte pour sensibiliser à l'importance des soins adaptés aux seniors. Patrick Nimavo et Deogracias Menaï. C'est loin d'être une séance de consultation médicale dans un centre de santé. Nous sommes à une journée porte ouverte de l'Association pour l'entretien corporel des personnes âgées et démunies à EHPAD. Ici, les septuagénaires à l'honneur reçoivent toute l'attention qu'il faut. Cette activité est une initiative de Shakiratou Onifade, aide-soignante de formation ayant exercé en France. De retour au pays, elle crée cette association à but non lucratif. J'ai formé une petite équipe que nous avons rassemblé de l'argent pour aider. On a fait des dons de matelas, tout ce que j'ai cité, fauteuil roulant, canne, béquilles, denrées alimentaires non périssables. Mais on a vu que nous, notre petite équipe-là, on ne peut pas aider toutes ces personnes. Cette journée porte ouverte est à juste titre l'occasion de susciter les autorités et les bonnes volontés à adhérer à cette noble cause. Je supplie les gens qui ont des moyens, les sociétés, les entreprises, les hommes politiques de nous aider à sortir ces personnes du troisième âge de la précarité. La journée porte ouverte aujourd'hui, c'est pour sensibiliser la population et en même temps pour récolter des dons de matelas, de fauteuils roulants, de cannes et aussi des dons numéraires. Une réponse à cet appel va sans doute aider plus d'une personne aujourd'hui âgée après avoir protégé et éduqué par de nombreux sacrifices. Les acteurs du secteur judiciaire béninois sont déterminés à offrir un service dynamique. Ils ont participé à la revue annuelle 2024 organisée par le ministère de la Justice et de la Législation, un moment d'évaluation des performances réalisées au cours de l'année écoulée. Les détails avec Esther Amessiga et Julia Kouikou. Des acteurs du secteur judiciaire béninois en colloque sur la modernisation de la justice au Bénin. C'était en octobre 2023. Un an après, ils sont de retour dans cette salle à l'occasion de la revue annuelle 2024 pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations. C'est une rencontre avec les données de l'activité judiciaire, avec les données des services et des unités judiciaires, avec les données, les réalités de tous les partenaires de la justice, les réalisations de chacun des acteurs. Et cette rencontre est suggérée comme le miroir à l'aune duquel on évaluera les projets et la pertinence des orientations. La revue s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue du service public de la justice. J'ai la pleine conscience de la grandeur de l'ambition et des défis auxquels nous sommes appelés et qui sont à réaliser parfois avec nos modestes personnes et les moyens que nous avons. Mais rien de beau, rien de grand ne peut se réaliser sans un minimum de sacrifice. Je voudrais former le vœu que les travaux qui se dérouleront conservent constamment à l'esprit, tête des boussoles, les recommandations issues du colloque de 2023.
Au total, 3 sessions sont retenues pour faire le bilan des performances réalisées au cours de l'année écoulée et pour discuter des perspectives dans le cadre de la nouvelle rentrée judiciaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.